Voici l'épisode 259 des Technos enregistré le jeudi 21 mai 2020. Merci une fois de plus de nous accueillir dans un emploi du temps parfois chahuté, c'est vrai. Cette semaine encore, nos chroniqueurs partagent avec vous leur veille technologique dans une revue de presse, comme souvent, atypique mais pertinente. C'est ainsi qu'il est question aujourd'hui du nouveau service présenté par Mark Zuckerberg, Facebook Shop, de l'application SwissCovid qui, comme tout ce qui se termine par ces 5 lettres, fait couler beaucoup d'encre, de la lutte contre la pollution marine depuis l'espace, de routeurs 5G dont on vous parlait déjà en 2019, ou encore des imprimantes 3D qui se sont tues. Comme toujours, on vous invite à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. Bonne écoute. Les oreilles attentives auront noté que j'ai parlé de Suisse. Et que donc forcément, du coup, dans le coup, il va y avoir un Suisse. En l'occurrence, Thierry. Ça va Thierry? Salut Marc, salut Xavier. Oui, en direct des montagnes, ça y est. Digne toujours représentant de mon pays. J'ai la lourde tâche d'être le Suisse dans la place. Voilà. C'est le Suisse de service. Voilà. Et puis Xavier, oui, tu l'as dit, qui nous a rejoint également, belge. Voilà. C'est en train de fondre, même si ça ne se voit pas dans mon grenier, là, où il fait bien chaud. On parle pas souvent de la météo dans les podcasts technologiques, mais là on peut en dire deux mots tout de même. Le beau temps est de retour, ça fait plaisir quand même, hein, il faut bien le dire, on en profite, on essaye d'en profiter un petit peu. C'était à peu près à quel kilomètre de ta maison, sur ta terrasse, tu t'es retrouvé, Thierry? Il y a une terrasse, c'est 3 fois mon appartement. Tu dis ça parce qu'elle fait que à peine 120 mètres carrés. Non, c'est bien ce que je disais. C'est 3 fois. Parce qu'on peut faire atterrir un hélicoptère dessus. Oui, c'est ça. C'est pas une terrasse, un héliport. Voilà, exactement. Assez de place pour faire joujou avec un drone, par exemple, oui. Et voir les montagnes environnantes. Oui, et c'est ça qui est magnifique, effectivement, quand on est sur ta terrasse. Moi, j'y ai jamais été, mais j'ai vu les photos, et c'est juste magnifique. Si vous avez des photos à partager... Je vous attends, hein. Je vous attends, hein. Vous êtes bienvenus. Dès qu'on peut passer les frontières, ce qui va encore un petit peu traîner, à mon avis. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. On salue les habitués qui nous ont laissé des messages, à savoir Eric Bourdin, Raphaël Vinet, Cubignol, JP Neuville, Ingress Boy, Didier Lutti, Jax ou encore Laurent Lahulotte. Il est moins habitué des nouveaux noms qui apparaissent de plus en plus parmi les commentateurs de nos différents épisodes ou hors série d'ailleurs. Rafi Farah, Tacopix, Berfrotu ou Berefrotu, je ne sais pas, Vorak Respect, ou encore ceux qui nous ont laissé des messages via notre site, lestechno.be, Eric Andelin, JVG ou encore Xark. Je note également un commentaire de la part de Bobby Lapointe, un Québécois sans doute, qui nous reprend sur la prononciation de Xiaomi et Huawei. Alors, tu avais dit, Xavier, il n'y a pas tellement longtemps qu'on disait Xiaomi. Eh bien, t'as tout faux, manifestement, parce qu'on dit un S. C'est comme Xiaomi, si tu veux, qu'il faut dire, comme Siamois. Dit Bobby. Bon, voilà. C'était déjà moins faux que Xiaomi, en tout cas. Oui, mais enfin, c'est Xiaomi, quoi. C'est quand même plus proche que Xiaomi, quoi. Si ça se trouve, tu as dit une insulte. On n'en sait même rien, tu vois. Peut-être exprès, oui. Quant à Huawei, on y est presque, sauf que c'est un peu un H, comme en anglais, quand on dit home, tu vois. Donc, c'est Huawei. Qu'il faut dire. Mais on n'a pas l'habitude, nous, de dire ça. Huawei, ça, ce serait la bonne prononciation, même déjà en français, on a du mal, selon donc un Québécois. C'est super de savoir que c'est grâce à nos auditeurs qu'on apprend à mieux prononcer des noms chinois. Merci à vous. Voilà, je suis le premier ravi de savoir que on va savoir prononcer 2 nouveaux mots en chinois. Exactement. Je suis quand même curieux d'entendre l'accent québécois qui parle chinois. Et qui donne le bon... Alors je dis qu'il est québécois, mais enfin c'est parce que Bobby Lapointe, le vrai Bobby Lapointe, était québécois, hein, les plus anciens s'en souviennent, et donc on suppose que s'il a repris ce pseudonyme, c'est par hommage et sans doute aussi un peu par patriotisme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on va lancer un sondage, je l'ai testé sur ces 2 énergumènes cet après-midi, ainsi que sur les autres chroniqueurs également, pour être sûr qu'il n'y avait pas de faute, etc. On va vous demander un petit peu votre avis sur ce que vous ressentez par rapport aux techno de manière générale, et puis ce que vous envisageriez peut-être pour l'avenir, afin que nous puissions un petit peu réfléchir aussi à l'avenir des technos à la saison prochaine, comme on le fait très régulièrement.
n'y a pas péril en la demeure, c'est juste question d'être le plus proche possible de vos attentes en termes de consommateurs de vidéos sur YouTube, de podcasts de manière générale. Donc on mettra le lien, on partagera via les réseaux sociaux, et puis ne vous inquiétez pas, on le trouvera assez facilement, mais comme ça vous voilà prévenu, ça vous prendra que 2 petites minutes, ça ne fait pas mal. Voilà, et puis ça ne vous coûte rien, et ça ne vous rapporte rien non plus. A priori, sauf peut-être un contenu plus adapté à ce que vous désirez. Ça reste à... En tout cas, on sera ravis d'avoir une multitude de personnes qui, à l'image des commentaires et de tous ces nouveaux auditeurs, participent également effectivement à ce sondage. C'est les plus anciens de nos auditeurs s'en rappellent sans doute. On avait déjà fait cet exercice il y a, Xavier, je dis une bêtise, 2 ans ou 3 ans 3 ans, je crois. C'est il y a un bout de temps quand même. Hein. À mon avis, ça fait bien 3 ans. Ça fait bien 3 ans. Je ne suis pas certain que j'étais déjà à ma nouvelle adresse. Oui, non, je pense pas. Effectivement, si tu fais référence à ça. Donc voilà, c'est un exercice que l'on fait, pas tous les ans, mais de temps en temps, qu'il est bon de savoir si on est sur le bon cap, simplement. Et donc, vous nous aidez aussi en retour en nous donnant ces quelques petites informations. Il n'y a rien d'indiscret, n'ayez crainte. Voilà, j'ai fait le tour de la question, j'ai tout dit. Maintenant, c'est mes petits camarades qui ont parlé dans l'abécédaire. Avec la lettre E pour commencer. E comme espace, Xavier. On va parler de satellites pour nettoyer les océans. Mais avant cela, je voudrais avec toi, parce que je sais que, je sais pas si toi, Thierry, tu as fait l'expérience, mais Xavier a fait l'expérience et j'ai fait l'expérience aussi, puisqu'on a parlé déjà de SpaceX et du vol habité vers l'ISS. Ce sera le 27, si je ne dis pas bêtises, donc dans 6 jours, dans une petite semaine, que ça se produira. On en avait parlé dans un précédent épisode, puisqu'on parle d'espace. Je me permets de revenir sur ce sujet-là de 10 secondes, parce qu'ils ont mis en place un petit jeu qui vous permet de, un peu à l'image de ce que feront peut-être les occupants de comment s'appelle cette Space Dragon, non, Dragon, j'ai oublié le nom de la capsule maintenant. Enfin bref, du vaisseau, entre guillemets, de SpaceX, qui va donc s'amarrer à l'ISS, de faire le docking, c'est-à-dire de faire l'approche. Oui, il y a un simulateur, on peut faire joujou avec. On peut faire joujou avec, c'est super bien foutu. Il faut un peu chipoter, c'est pas au début, c'est voilà, tiens, j'ai fait un looping, ce n'est pas la bonne solution. Mais ça prend un certain temps, parce que voilà, on est quand même dans une échelle de temps un petit peu, enfin, il faut y aller avec précaution, hein, c'est pas non plus la guerre des étoiles, donc c'est proche de la réalité, c'est captivant, et ça permet de mieux appréhender aussi la difficulté que c'est dans toutes les dimensions de s'amarrer dans un vaisseau dans l'espace. Depuis le Dragon 2. C'est le Dragon, oui, c'est le Dragon Demo 2, enfin bref, voilà, c'est à suivre, on en reparlera certainement, mais je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce jeu. On mettra le lien évidemment, si je le retrouve, en description de cette vidéo. Mais on ne parlait pas de ça avec nos satellites, Xavier, on parlait de nettoyer les océans. Un satellite avec un grand... Alors, on a une preuve que les 2600 satellites qui orbitent autour de la Terre peuvent servir à des choses utiles. C'est pas seulement pour vous traquer ou vous envoyer des ondes avec la 5G. Donc, on sait qu'ils sont utilisés pour le GPS, la téléphonie, la météorologie, mais aussi pour des fins environnementales. C'est une chercheuse britannique du Plymouth Marine Laboratory qui s'est servie d'une nouvelle méthode pour lutter contre la pollution dans les océans. Elle a analysé en fait des données qui ont été récoltées par les satellites Sentinel-2 qui ont été lancés par l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, le premier en 2015 et le deuxième en 2017. Et ils s'en sont servis pour identifier des petits morceaux de plastique flottant dans les océans. En fait, c'est la première personne qui a fait ça, puisque elle a démontré qu'on pouvait retrouver des déchets plastiques et les distinguer des autres corps qui flottent dans la mer. Quand on sait qu'il y a plusieurs millions de déchets plastiques qui aboutissent dans la mer tous les ans, que c'est difficile à repérer parce qu'ils se désagrègent en plus très vite en microparticules, puisque ça ne disparaît pas, le plastique met très longtemps
disparaître. En fait, le système permet du coup de repérer ces éléments jusqu'à une taille de 5 mm. À la base, c'est un outil qui était dédié à l'observation des sols et surtout calibré pour détecter les nuances de vert. Et donc, il avait une très bonne résolution. Et l'avantage de Sentinel-2, c'est qu'il y a une revisite, c'est-à-dire qu'il repasse au même endroit tous les 5 jours, ce qui permet de suivre l'évolution. Et c'est un outil qui est appelé MSI, qui a été développé à Toulouse par Airbus Defence and Space, qui est à l'origine de ça, qui va permettre d'analyser en fait les bandes spectrales qui varient du visible jusqu'à l'infrarouge. Donc c'est un outil assez poussé. Ils annoncent que grâce à une intelligence artificielle qu'ils ont combinée à ça, ils arrivent à trouver environ 86% de déchets avec justesse, donc ils ont 14% de faux positifs. Donc ils n'ont pas expliqué après comment ils allaient traiter et les déchets qui sont trouvés, mais c'est déjà un bon moyen d'identifier des gros lots de déchets, même si on sait qu'il y a des espèces de continents qui se forment avec tous les déchets plastiques. Donc il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres pour ça. Mais... Et des régions, apparemment, dans les océans, par le biais des courants, etc., qui agglutinent aussi, agglomèrent toute une série de déchets qui ça ne se dissout pas. Hein, je veux dire, il faudra... Si c'est du plastique, c'est du plastique. Puis à un moment donné, c'est ingéré par les animaux, donc ça se retrouve... Puis c'est par nous. Hein, oui, et puis c'est par nous, c'est dans notre assiette. Voilà. Donc, mais finalement, c'est vrai que avoir une imagerie globale du dégât ou des dégâts, c'est peut-être aussi une solution pour sensibiliser les gens. C'est peut-être aussi de ça dont on peut parler, même si c'est pas une solution pour aller déchets de 5 mm par déchets de 5 mm aller les pêcher, mais au moins de dire voilà, regardez l'état, quoi. Là on a une vue globale de la problématique. Je sais pas ce qu'en pense Thierry. Moi, ce que je réalise, c'est qu'il faut qu'on arrête de croire que les satellites avaient une définition de M, hein, pour parler vulgairement. On parle 5 mm. Bon, ben voilà, c'est clair, c'est officiel. Les images capturées depuis tout cet ensemble de satellites sont super bonnes en matière de définition. Il y a moyen. Donc là, c'est pour la bonne cause. La bonne cause, ça va. Mais c'est toujours assez amusant de voir que dans un autre registre, dans un autre usage, ça confirme les craintes qu'on avait pour des usages peut-être moins comment dire, écologiques. Voilà. D'ailleurs, je suis bronzé sur ta terrasse grâce à Sentinel. Et 5 okay, je mettrai un slip la prochaine fois. Promis. D'accord, j'arrête de bronzer tout nu. Non mais voilà, c'est vrai. Maintenant, attention, la définition, il y a plusieurs niveaux de définition. Quand on dit 5 mm, il faut voir aussi de quoi on parle, parce qu'ici on est plus sur de la colorimétrie et des choses comme Thierry, ça. Non, on parle pas nécessairement de Thierry ni de son slip, mais tu vois, quand tu parlais des nuances de vert, etc., on est sur peut-être des choses qui n'ont pas une définition non plus extraordinaire. C'est juste, voilà, on peut quantifier et dire voilà, ça, on a de la chance. Il y a de la chance pour que ce soit un déchet de type plastique, et celui-là pas, parce qu'il n'y a pas la même couleur. En gros. Et en fait, pour s'entraîner, ils ont surveillé des plages, les plages qui étaient les plus polluées en déchets de plastique. Ils sont entraînés sur ces parties-là. Ils ont vérifié avec quelqu'un sur place si c'était bien un déchet plastique. Grâce à ça, ils ont pu cibler et faire du coup briller, si tu veux, sur les photos, les éléments quand ils ont eu la bonne onde spectrale. Ouais. Intéressant à suivre, effectivement. Allez, je voulais retrouver, pendant qu'on discutait avec Xavier, le fameux simulateur dont on parlait. Alors l'adresse c'est iss-sim.spacex.com. Voilà, comme ça on aura l'adresse. Et c'est à voir sur un ordinateur plutôt qu'un mobile, parce que sur mobile vous n'allez pas voir l'ISS, c'est moins drôle. Oui, c'est ça. Et puis il faut quand même un petit peu de doigté aussi. Il y a des raccourcis clavier, mais je les ai pas trouvés, Xavier, pour faciliter un peu les choses. Et donc tout est expliqué. Hein. Il faut quand même lire les explications pour bien comprendre de quoi il s'agit et ce que l'on manœuvre en l'occurrence. Vous voyez que c'est pas super. Sans lire rapide. les explications, c'est compliqué de oui, savoir ce qu'il faut faire.
Parce qu'il y a de Une l'inertie, en fois fait. qu'on a compris, Il y a de l'inertie, c'est ça, en fait. Oui, il y a de l'inertie. Il y a moyen de désactiver la gravité ou je ne sais plus quoi d'autre. Bref, il y a moyen de le configurer légèrement, mais voilà, on est dans une configuration. Moi, chaque fois, ça me donne envie de continuer, mais on ne va pas faire tout l'épisode avec ça. Il faut pas déconner non plus. Par contre, je suis déçu, j'ai pas vu de voiture rouge passer. Moi. Non, j'ai bien regardé aussi, et j'ai pas vu l'étoile noire non plus. D'abord, je pensais que c'était la boule ici en haut à droite, pas du tout. Donc voilà. Voilà. C'est tout ça pour vous dire une fois de plus que ce qui vient de l'espace ou ce qui part dans l'espace nous passionne un tout petit peu chez les technos. Il faut bien le reconnaître. On passe à la suite. La lettre F comme Facebook. Alors, j'ai pas compris le titre que tu utilises, ou alors je sais pas, quand tu songes à t'acheter un casque VR, parce que moi j'ai vu les liens et ça parle pas de casque VR, donc. Eh bien voilà, c'était là le piège. C'est là le piège. En fait, j'aurais dû dire A comme Avatar, parce que ça y est, ça fait une petite journée et quelques, même peut-être quasiment 2 jours que Facebook s'est lancé à proposer son fameux avatar. Alors, votre fameux avatar, en l'occurrence, au lieu d'avoir votre photo, ça y est, on va commencer à se virtualiser. C'est tout neuf comme idée. Vous avez été sur Facebook. C'est tout neuf, c'est tout neuf, et on voit fleurir plein de profils dans vos contacts Facebook qui commencent à l'utiliser pour pouvoir, en fait, illustrer votre propos, votre image par un emoji, comme on l'avait déjà dans d'autres applications, comme le fait très bien d'ailleurs notre copain de chez Apple sur les iPhones récents. Oui. Mais ce qui se cache là derrière, c'est pas juste le gag de l'avatar. C'est pour ça que je vous parle de casque VR, parce qu'en fait, derrière, il y a Horizon. Horizon, c'est le fameux prochain tournant de Facebook. Zuckerberg s'est fendu d'une petite annonce pour vous dire, voilà, je vous lance les avatars. Alors, il le dit pas comme ça, c'est moi qui interprète ses propos, bien évidemment. Mais en gros, on commence par se créer son avatar, donc on fait des adeptes à ce petit système sympa qu'on avait sur certains téléphones ou certaines applications. Mais ce qui se cache derrière, c'est qu'en fait, ce même avatar va vous servir après pour aller vous balader dans Horizon. On voit déjà des vidéos se balader sur Internet où en fait votre avatar est représenté. Ça, c'est un truc un peu bizarre. C'est que le haut du corps. Donc vous aurez probablement la même image qui est proposée dans ce petit setup d'avatar. Et puis votre avatar pourra se déplacer dans un univers 3D. On sait que Facebook est très très prolixe ces temps-ci, puisqu'ils font plein d'annonces. Je vais pas toutes les dévoiler ici parce qu'il y a Xavier qui en a une aussi. Et puis du coup, ce nouveau monde Horizon pourra être peut-être une solution à une renaissance de Second Life, à de la rencontre virtuelle sans devoir physiquement se voir, à faire de la réunion, à faire des expos, des events, des choses comme ça. Puis si je vous parle de casque VR, c'était peut-être pas par hasard que Facebook avait acheté justement un grand constructeur en la matière pour que après vous vous dites c'est pas mal, je pourrais aller plus loin, parce que bien évidemment l'expérience de Horizon au travers de votre avatar sera plus enrichie, plus sympa, plus immersive si vous êtes équipé d'un casque, si vous faites tout ça sur l'ordinateur, parce qu'on nous vend Horizon avec quelque chose qui, pour le coup, peut être vécu avec votre ordinateur, avec je pense, des touches sur le clavier, des choses comme ça, mais ça sera quand même beaucoup plus facile de se glisser un casque de VR sur la tête et puis de se retrouver comme ça à vivre toutes sortes de choses. Donc, est-ce qu'après, ça va être le lien avec ce que va nous annoncer effectivement Xavier ? Est-ce que ça va aussi être une solution à tous ces grands noms de l'informatique qui se sont vus à exploser leur chiffre d'affaires ? Je pense à Zoom, je pense à Teams, je pense à tous ces acteurs de la visioconférence qui comme ça, sont venus à point nommé avec cette crise. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, maintenant la boucle est bouclée pour ce qui était des velléités de Facebook à donner dans le casque virtuel. L'avatar que vous avez maintenant l'opportunité de setuper sur vos comptes Facebook, c'est que le début. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi le titre un peu
À rallonge. Je rigolais là tantôt en disant c'est tout nouveau comme idée. Non, absolument pas. Les avatars, la création d'avatars, oui. Je vais pas dire que c'est vieux comme le web, mais quand même pas loin. Ça, il y a 10 ans déjà, je pense que c'était Microsoft qui nous permettait de faire notre propre avatar avec différents outils graphiques qui sont souvent les mêmes. Hein. Vous choisissez une paire d'yeux, vous choisissez un nez, vous choisissez une bouche et puis les accessoires qui vont bien. Donc en l'occurrence pour Thierry, on peut se passer de la coiffure, donc c'est donc ça va plus vite pour le setup. C'est pratique. Voilà, il y a des têtes comme ça qui vont, tu vois, quand t'as une tête... On peut skipper. Oui, c'est ça. Quand t'as une pointe de bique, ça va, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Je sais pas si Xavier, lui, il est très sensible aux... Moi, je suis pas du tout sensible à ça. Hein. C'est bizarre. Hein. J'ai aucune attirance. C'est une tête qui ne peut pas être avatarisée ou non, pas. En fait, ça m'énerve plus qu'autre chose. Moi, je préfère voir les gens en vrai. Mettre une photo en vrai. Et je comprends ceux qui n'ont pas envie de mettre une photo d'eux, mais alors, voilà, qui mettent une autre image. C'est l'avatar, je vois pas trop d'intérêt, honnêtement. En plus, 90% du temps, ça ressemble pas à la personne, donc. Ici, moi, j'ai vu celle de Thierry. J'ai essayé de remettre la main dessus, mais je la retrouve pas. Tu m'avais envoyé ça par mail, Thierry? C'est dans le Slack de l'émission. Voilà. Je l'ai pas retrouvé. Je l'ai pas retrouvé. Mais c'est pas grave. Alors, dans le cas précis, je pense que c'est un joli coup de marketing de nos amis de Facebook, parce que l'adhésion à l'usage de l'avatar n'est qu'une des premières étapes vers le monde VR de Facebook. Moi, je pense que ça en dit long sur notre rapport à l'image et à notre image en particulier. Il y a plein de gens comme il y a plein de gens qui n'aiment pas s'écouter, enregistrer, il y a plein de gens qui n'aiment pas se voir. Et donc, mais c'est très malin de leur part. Ça répond à un besoin quelque part, ou une absence de besoin, plutôt que... voilà. Après, est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est pertinent, etc. Ça, c'est tout un débat. Mais moi, je pense, très honnêtement, pour avoir déjà fait l'exercice avec d'autres outils, de se créer un avatar avec ce type d'outils, je pense qu'il faut le faire créer par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas vous, parce que vous voyez d'une manière particulière. Sans rire, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais nous, on se voit voilà, d'une certaine manière, et on est notre plus mauvais juge. Alors que quelqu'un qui nous voit de l'extérieur, en nous connaissant bien, serait peut-être plus à même de faire un avatar plus proche, avec les mêmes outils, plus proche de la réalité. Ouais, c'est pas bête, c'est une piste à creuser effectivement, ou alors peut-être un jour on aura des systèmes assez puissants pour que sur la base d'une photo tout ça soit fait automatiquement. Puis quand je balançais le titre, quand tu songes à t'acheter un casque VR, je crois que je vais être un de ces clients. Je vais tester ça parce que j'avais fait les frais de Second Life et d'autres plateformes. Puis c'est amusant parce que souvenez-vous, mais là peut-être que Xavier est trop jeune pour ça. Canal+, avec son shop virtuel, a été un des premiers à oser créer un monde qui était censé être immersif. Puis là, je vous parle des années en arrière. Et ils étaient partis dans un challenge assez gonflé. C'était virtualiser des magasins et de faire du business là-dessus. Et on est en train d'y aller. Voilà, justement, allons-y. Parce qu'il y a encore une lettre F comme Facebook, le lancement de Facebook Shop pour les petites et moyennes entreprises, Xavier, c'est la continuité de ce qu'on disait, hein, en quelque sorte. Là aussi, clairement. C'est une des étapes, en tout cas, cette virtualisation des espaces commerciaux sur un fond de crise aujourd'hui. Hein, on va dire que Marc tombe à point nommé avec cette idée, mais il l'avait déjà eu avant, donc on ne va pas non plus tirer sur le pianiste. En l'occurrence, voilà, ça tombe assez bien parce que ça va peut-être permettre, si je dis pas de bêtises, mais tu vas peut-être le confirmer, à certains de pouvoir commercialiser sur une plateforme qui compte quand même un certain nombre de mondes. Quelques millions de personnes. Hein. Qui s'appelle Facebook, ouais. Dis-nous en plus. Mais donc on connaissait déjà Marketplace qui permet aux gens de faire des annonces de particulier à particulier, mais sans monétisation derrière de la part de Facebook. Et on connaît aussi le projet Libra qui est cette monnaie virtuelle que Facebook veut mettre en place. Et ici, il s'attaque à l'e-commerce vraiment en plein, puisqu'ils vont lancer Facebook Shops. Facebook Shops, ça va permettre d'acheter un produit qui est évoqué dans un post Facebook, Instagram ou même WhatsApp.
sans avoir à quitter le réseau social, puisqu'on sait que c'est un des objectifs de Facebook, c'est de vous garder le plus longtemps possible en ligne pour plein de raisons. C'est pour vous vendre de la pub, mais pour vous inciter à interagir avec les autres. Et c'est ça qui collecter fait que des informations. Le réseau social reste en vie. Alors, le but est de proposer aux marques et aux petits commerçants d'ouvrir une boutique virtuelle pour y vendre leurs produits. Alors, comme tu l'as dit, c'est un bon timing puisque vu le confinement, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des achats en ligne. Mark Zuckerberg a d'ailleurs lui-même tout fait pour accélérer le déploiement à cause du confinement et il y a bossé, d'après ce qu'il dit, personnellement et quotidiennement pendant 2 mois. Donc le but c'est de faire un check-out, donc un achat en un seul clic. Et avec ça à foutre en même temps. Et le service va être complètement gratuit pour le moment, mais évidemment commissionné. Donc ça veut dire que c'est un petit peu... c'est un marketplace quoi. C'est une marketplace, voilà, où quand vous faites une transaction, Facebook prend sa petite commission au passage, et il se rapproche ainsi très fort du modèle chinois qui s'appelle WeChat, et qui permet déjà aux Chinois d'acheter des vêtements, de payer leurs factures même, de commander de la nourriture, mais ils sont malins, entre guillemets, puisqu'ils ne vont pas gérer la partie logistique, ni le service après-vente qui les ennuie plus qu'autre chose. C'est pas leur business. Ils veulent faire en gros un Amazon, mais sans les emmerdes qu'il y a derrière, quoi. Oui, puis c'est vrai que finalement le produit, c'est finalement la variable d'ajustement, quoi. On s'en fout un peu. L'idée, c'est de faire du pognon. On n'a jamais parlé du produit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si ça va plaire aux PME, justement. Je pense aux petits commerçants locaux. Je pense qu'il va y avoir un attrait. Quand je dis plaire, ça veut dire, in fine, tester et valider. J'ai un petit doute sur le niveau de satisfaction qu'il va y avoir en bout de course. C'est juste en bout de course, je sais pas, mais je suis personnellement convaincu que ça va être un succès. Pourquoi ? Parce que je rencontre beaucoup de personnes qui n'ont aucune compétence en informatique, oui, bien sûr. qui ont un petit commerce, qui n'ont pas du tout les moyens pour payer quelqu'un pour leur faire un site e-commerce en ligne, qui ne savent pas le gérer, et donc si là tout est géré pour eux, je suis convaincu que ça va marcher. Oui, c'est clair et net. Il y a une initiative suisse, un des acteurs de e-commerce ici qui s'appelle Koka, QOQA.ch, qui a lancé Direct, qui s'écrit DIREQT.ch, et qui a réussi à adresser son idée de créer des shops pendant la crise, mais tout le monde parle de l'idée de faire perdurer tout ça. Plus de 5500 commerces en l'espace de quelques jours se sont vus s'intéresser à cette plateforme. Alors lui, il a une communauté, alors c'est pas Facebook, mais il y a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs derrière et d'acheteurs, et donc du coup ça a été un succès incroyable, puisqu'en fait c'était aussi une plateforme de soutien, puisqu'il a réussi à trouver des donateurs, des sponsors. Ils ont levé 2 millions de francs suisses en 48 heures pour justement faire que à tous les niveaux tout le monde soit gagnant. Mais oui, Xavier, alors tu as tout juste, on est encore en face de plein d'acteurs qui n'ont aucune idée du e-commerce, et cette crise a fait apparaître quelque chose, c'est que le boucher du coin, le petit commerçant, qui nous disait « Ouais, mais moi j'ai pas besoin d'un site internet, j'ai pas besoin d'un shop », il est en train de réviser son jugement, et il est en train de se dire « Ah, c'est pas con tout compte fait d'avoir ça en plus ou en parallèle ». On revient un petit peu c'est un peu particulier, mais c'est vrai, on est devant une plateforme globale qui va servir à faire du local. Finalement, c'est un paradoxe, mais c'est une réalité, parce que quand tu parles du boucher du coin, je me doute bien que le type qui habite à Manhattan ne va pas acheter son steak chez le boucher du coin chez toi, ni de chez moi. Sauf si on a des très très bonnes viandes, hein, attention. Oui, on a de belles bêtes, il y a de belles bêtes. mais on est bien d'accord. Donc c'est même de l'hyper local, j'ai presque envie de dire. Hein. C'est un paradoxe. Moi, j'ai une petite crainte quand même par rapport la perception qu'ont les gens, et je parle pas de l'acheteur, je parle toujours du commerçant, par rapport aux GAFAM de manière générale, parce qu'ils sont quand même bien fait avoir par Amazon, entre autres, par ces grandes structures qui leur ont bouffé du chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils vont pas être un petit peu frileux face au grand vilain méchant Mark Zuckerberg? Est-ce qu'ils vont vouloir accepter qu'un type qui vit en Californie prenne une commission sur le steak de la boucherie sans eau? Je suis pas encensé Facebook, mais là ils font très fort.
C'est vraiment une très belle solution parce que dans le cas précis, pour l'avoir vécu pour certains de mes clients, on monte des sites internet, on monte des shops en ligne. Il y a WooCommerce sur WordPress, il y a plein de Shopify par exemple. Ouais. Et les deux proposaient une fonctionnalité qui est redoutable d'efficacité, c'est la réplication de tes articles dans ta page Facebook. C'est bien de signaler ça, oui. Et Facebook, Instagram, etc. Voilà, et c'est monstrueusement efficace. Maintenant, la boucle est bouclée, tout se passe sur Facebook. Tu vas même gagner du temps en tant que commerçant. Alors, le contre-coup, effectivement, c'est la com. Mais les PayPal, les Stripe, les cartes de crédit, ils étaient déjà là. Hein. Ils nous prenaient déjà des coms. Ouais, je connais pas la commission qu'ils prennent, mais je suis pas convaincu que ça va être beaucoup plus cher qu'un site e-commerce que tu dois maintenir et pour lequel tu dois payer un abonnement et une commission. Ah non, je pense que ça va être plus. Non, ça va être plus attractif. Plus attractif, ça va être plus bon marché, meilleur marché, parce qu'effectivement, Shopify, tu commences pour pas faire de la pub, mais Shopify, aucune idée, tu fais un site, tu fais un shop, ça te coûte une $30 par mois. Il y a des fonctionnalités, des apps qui sont gratuites, qui font la réplication, par exemple, sur Facebook. Là, tu n'as plus besoin de Shopify. Et c'est d'ailleurs pas par hasard qu'ils travaillent avec eux, parce que je pense qu'ils vont la sentir passer. Et puis, du coup, même sans notion informatique, tu feras tout sur ton Facebook. C'est pas encore prêt. Et puis, effectivement, on ne connaît pas encore les tarifs, mais ça va être redoutable. Et c'est vrai que durant les 2 mois qui viennent de passer, certains commerces qui étaient fermés ont gardé leur contact avec leur clientèle, ou en tout cas la plus fidèle clientèle, via des groupes Facebook, via leur page Facebook, etc. Donc la tentation d'achat, entre guillemets, il y avait qu'un petit déclic à rajouter et ça pouvait démarrer, quoi. C'est juste... voilà, c'est tout ça pour dire, je ne pense pas que tous les commerces soient sur Facebook ou utilisent Facebook, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est une possibilité parmi d'autres et que certains ont fait ce choix-là et ont saisi cette opportunité-là. C'est sur la plus longue durée qu'on va voir si c'est vraiment intéressant, si c'est vraiment rentable et si ça agrée tout le monde, quoi. Parce que si c'est pour y laisser des plumes, là, je suis pas convaincu que les gens vont se laisser voir. Il faut voir aussi quel secteur. Parce qu'on parlait de la boucherie, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Souvent, quand on parle de ce type de service, on met souvent en avant toujours les mêmes secteurs. Le textile, entre autres, hein, on le voit encore dans une illustration qu'on a sous les yeux. Le textile, c'est souvent ce qu'on met en avant, bizarrement. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Moins, par exemple, peut-être les cadeaux aussi, peut-être moins les jouets pour enfants, peut-être moins la bouffe, et encore. Enfin, ça dépend. C'est un peu particulier. Quoi qu'il en soit, on va tourner autour du pot. Si vous avez une opinion de votre côté, n'hésitez pas à la partager, évidemment, en commentaire. Si vous êtes commerçant vous-même, est-ce que vous allez aller sur Facebook Shop? Faites-le nous savoir. Ça nous intéresse quand même, hein, et ça intéressera également nos auditeurs de manière plus globale, et on en reparlera à l'occasion si les choses avancent de ce côté-là. Pourquoi ne pas organiser un hors-série à l'occasion avec l'un ou l'autre commerçant qui aurait fait le test, hein. Ce serait intéressant pour tout le monde, je pense, de voir comment ça se passe, comment ça s'organise, parce que nous, le problème, c'est qu'on n'a rien à vendre. Donc je voudrais bien vous vendre un truc, mais voilà, j'ai une très jolie clé USB 32 Go, mais voilà, je pense que ce sera pas suffisant pour ouvrir un shop, Facebook. USB. Ah, un câble USB, peut-être que ton câble USB plus ma clé USB, il faut que quelqu'un ait un ordinateur. Xavier, un truc à vendre. Donc voilà, je sais pas. Donc je le répète, hein, si vous avez l'expérience ou si vous comptez faire l'expérience, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à échanger avec nous. On se fera un plaisir de s'en faire le relais, parce que c'est le genre voilà, c'est une expérience qui quelque part ne coûte rien et qui vaut la peine quand même d'être observée, on va dire. On passe à la suite, alors. Non pas la lettre F une troisième fois, on fait un bond jusqu'à la lettre M comme mobilité. Xavier, on va parler de trottinette téléguidée. Ça, c'est quand même très très particulier. De quoi s'agit-il? C'est effectivement un nouveau type de trottinette qui se rue d'Atlanta en Géorgie. Des trottinettes téléguidées, comme tu l'as dit, mais qui ne sont pas autonomes. Donc en gros, ce sont des trottinettes qui sont équipées de caméras et de capteurs embarqués et qui sont pilotées à distance par une équipe qui est basée à plus de 2700 km de là, au Mexique. Le but, c'est évidemment de pouvoir ranger facilement les trottinettes une fois que les
utilisateurs s'en sont servis pour qu'elles ne traînent pas sur les trottoirs. C'est ce qui est vendu aux villes d'ailleurs, c'est que leurs trottoirs seront moins encombrés. Sans devoir déplacer les équipes matin et soir pour aller replacer les trottinettes dans leurs espèces de parking et garder du coup un parc complètement en ordre. Le projet est né de la collaboration entre GoX, qui est un de trottinettes, entre Tourtoise, qui est spécialiste de téléguidage, et Curiosity Labs, qui est un incubateur spécialisé dans les smart cities. Il y a une centaine de trottinettes qui seront déployées dès la semaine prochaine. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les utilisateurs pourront appeler, un petit peu comme le faisait Michael Knight avec K2000, il pourra appeler une trottinette sans devoir se déplacer via l'application GoX, et la trottinette va venir le retrouver chez lui. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt malin, c'est plutôt bien joué, et ça pourrait booster un peu le principe, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas ça parce que il n'y a pas de dispo près de chez eux, quoi. Donc c'est bien de pouvoir aller à domicile, mais tu dois en trouver près de chez eux. Bon, il va y avoir un problème pour placer les LED comme sur K2000, ou alors il faut les mettre verticalement hein, sur le guidon. Elle ne parle pas encore. Et elle ne parle pas. Mais ça, c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que vu comment elles sont rangées, si en plus de ça, elles devaient parler, je ne sais pas ce qui se raconterait. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal pour effectivement les mettre à leur place, tu vois, hein, parce que voilà, les gens sont ce qu'ils sont, et tout le monde n'est pas très très précautionneux avec ces objets, ils les laissent un petit peu n'importe où. Mais bon, il faudrait quand même qu'elles soient pas couchées, qu'elles soient toujours debout, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Hein. Moi, souvent, je les vois allongés. Si c'est pas le cas, ils peuvent le voir à distance aussi. Quoi, du coup. Oui, mais enfin, ils sont à 3500 bornes quand même. Hein. Ça va être un petit peu long pour aller les chercher. Il y a des équipes locales parce que, en fait, ils vendent même, par exemple, le fait de rediriger les trottinettes vers une équipe qui les désinfecte pendant le confinement. T'imagines le mec qui veut une trottinette. Je vais prendre la trottinette et à ce moment-là, elle se barre. Tu vois, et tu cours après la trottinette. En fait, c'est pas une trottinette, c'est un entraîneur. On rappelle peut-être le principe de la trottinette. C'était un truc avec 2 roues et puis il fallait pousser avec un pied. Oui, voilà, je pense aux batteries, aux caméras, le GPS. Là, on voit sur l'image, je pense, des roues supplémentaires pour qu'elles tiennent toutes seules debout quand même. Des petites roulettes. Donc, en fait, l'utilisation effective de la trottinette, c'est 10 minutes. Et puis, les 6 heures restantes, c'est pour la faire rentrer chez elle. Non, c'est marrant, c'est marrant. C'est amusant. C'est un joli projet. Maintenant, faut suivre ça dans le temps. Mais moi, ça me fait penser à la trottinette version basique, quoi. C'est l'huile de coude, enfin l'huile de genou. Hein. L'huile de genou, ouais. On va voir si ce sera rentable, parce qu'avec tout ce qui doit équiper cette trottinette, c'est ça. Quand on connaît la durée de vie des trottinettes dans la plupart des villes, c'est compliqué. Les c'est un drôle. En général, c'est déjà un modèle économique un peu particulier, hein, la location de trottinettes, comme de véhicules de manière générale. Hein, même automobile, c'est déjà un peu compliqué. Enfin, c'est très compliqué. La trottinette, voilà, c'est du volume, c'est du remplacement, c'est de l'atelier, c'est du voilà. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Je pense qu'il y a des améliorations à faire. Sans doute, c'est sur la solidité justement de ces véhicules pour qu'ils soient à toute épreuve, pour un peu réduire les coûts. Il y a le vandalisme aussi, c'est ça le problème. Le vandalisme, tout ce qui sont. Que tu veux, le vandalisme, c'est... On voit de tout, hein, je veux dire. Je pense que ça, à Paris, on en trouve dans la Seine, à Bruxelles, on en trouve dans le Canal. Quand le vandale, parce qu'il y a des gens qui vandalisent pour vandaliser, ça, il y en aura toujours. Puis il y en a qui vandalisent aussi par, une espèce de lubie anti-véhicule, et ne font qu'une seule chose, c'est par exemple virer le QR code qui se trouve sur le guidon. Donc et les freins, et donc ils sabotent. En gros, c'est très bizarre. En même temps, on est dans un monde où les gens foutent le feu à des pylônes de télécom parce qu'ils pensent que les virus sont activés par la 5G. Mais voilà, c'est pas vrai. On nous aurait menti. Dire que ça n'agit que sur les gens qui n'ont pas de cheveux, Thierry. D'accord, je comprends. Je viens de comprendre un truc. C'est pour ça. Donc voilà, c'est affaire à suivre ou pas, j'ai envie de te dire, Xavier, sur ce coup-là, parce que j'ai un petit doute quand même sur l'efficacité du processus. Mais bon, on verra bien, c'est à Atlanta, c'est ça. On n'est pas prêt d'y aller. Ouais. On n'est pas prêt d'y aller. Voilà, accessoirement. De toute façon, voilà. On attendra qu'ils nous envoient des nouvelles de notre côté pour savoir si ça performe ou pas.
Tiens, quand on parlait de 5G, on reparle ici. On parle de routeur 5G. J'aime bien ton titre, Thierry, quand on attend pour aller plus vite. Oui. C'est vrai que déjà en 2019, c'était au Mobile World Congress, ils avaient montré ces boîtes-là, hein, des routeurs 5G, et on les attend toujours. Ceci dit, on attend toujours la 5G aussi. Donc il n'y a pas péril de la demeure. Oui, alors on en parlait off enregistrement. La 5G, c'est pas encore ça, mais pour sa défense par rapport à notre opérateur national qui est Swisscom, je suis allé pas plus tard que hier sur la carte qui est relativement souvent mise à jour, et ça avance quand même pas mal. Je dois dire que la répartition, alors certes, elle est pas 100% nationale, etc., mais la 5G commence à bien s'étendre. Et puis, moi, j'ai vu ces effets d'annonce, Barcelone, on a vu aussi des routeurs, moi j'ai vu Netgear qui sortait plusieurs modèles, enfin en tout cas qui les présentait au CES en janvier dernier, mais force est de constater quand on va dans son moteur de recherche préféré pour, ne serait-ce que, par exemple, comme pour moi, je me dis, tiens, je vais m'en acheter un pour le mettre à bord de mon fourgon. Eh bien, en fait, il y a une offre pas du tout aussi grandiloquente que ce qu'on nous avait annoncé. Et puis là, je vois effectivement la page 5G de notre opérateur national qui est Swisscom. Quand vous allez vous balader sur la page, vous voyez effectivement tout ça. Vous pouvez voir toutes les étapes. Puis je vous invite à faire un petit exercice de style, mais je pense que ça doit être valable sur tous les sites de nos opérateurs respectifs. Vous allez dans le shop pour voir qu'est-ce que vous pouvez vous acheter. Vous allez trouver des téléphones, mais c'est tout. Il n'y a pas de routeur. Il n'y a toujours pas d'offre. Et on a du Huawei, enfin peut-être ça se prononce différemment. Merci. Huawei, voilà. Huawei. Et on a du Netgear, on a plusieurs acteurs qui sont venus avec ces effets d'annonce, que ce soit à Barcelone ou à Las Vegas, mais on n'a toujours rien sur le marché. Alors oui, il y a ce gros débat, et moi je fais un petit pic pour dire c'est à cause de la 5G qu'on a le coronavirus, hein, c'est sûr et certain. mais plus sérieusement, la 5G avance. On voit des news un peu spectaculaires où on nous dit qu'il y a des gens qui ont brûlé des émetteurs, qui ont fichu en l'air des installations et tout, mais la 5G, elle avance, hein, elle existe, c'est une réalité. Et puis par rapport à ça, pour revenir sur la Suisse, merci Marc avec la fameuse carte, ça commence à être pas mal, quoi. À l'échelle de notre canton, de notre Suisse, il y a encore plein de zones à couvrir, mais est-ce que après il y aura la nécessité de les couvrir? Mais si on prend la zone au-dessus du lac Léman, hein, le canton qui me concerne, le canton de Vaud, vous voyez que il est sacrément bien couvert. Même la petite tache verte qui est un petit peu sur la droite, là, qui est hors de l'écran, là, si tu peux te déplacer encore un petit peu, voilà, un peu au-dessus de la zone violette, c'est là où j'habite, j'ai de la 5G, voilà. Je disais à Marc hors caméra que on est en train d'installer la fibre optique, puis je me dis, mais peut-être que ça vaut la peine de passer une étape, un peu comme certains pays l'ont connu. On est passé du rien à la 4G directement, sans passer par la case filaire. Peut-être que c'est le moment de se poser la question avec la 5G. Mais le problème, ce sont les routeurs, l'absence de ce matériel. Si vous faites un petit peu une petite balade sur Internet, vous allez trouver 2-3 choses, mais rien de précis pour ce qui est de trouver des prix, voire même l'acheter en ligne. Et je suis un peu inquiet parce qu'effectivement, moi je suis allé naïvement sur le site de Swisscom. Je me suis dit, je reste fidèle à mon opérateur. Je me dis que je vais l'acheter chez eux. Rien, que Pouic. Voilà, donc il n'y a pas d'instant van à bord de ce numéro de 259 des Techno, mais voilà, j'en ferai un le jour où il y aura un routeur 5G à bord de Yoko, parce que ça sera quand même assez pratique. Ouais. Pour bien expliquer, je pense que tu as bien expliqué, hein, c'est pas la question, mais pour revenir sur la news concernant ces fameux routeurs, moi je me rappelle, on en avait parlé à l'époque, je pense même que c'était avec Xavier, mais je suis pas sûr, on avait parlé de ces outils qui permettent d'avoir accès au réseau G, je vais dire, parce que ça existe aussi en 4G, hein, en semi-mobilité, on va dire, d'avoir ainsi un routeur domestique, mais qui peut très bien fonctionner
fonctionner à la campagne, sur lequel vous allez pouvoir connecter des appareils en Wi-Fi ou en filaire d'ailleurs, et qui par ailleurs va délivrer l'Internet capté via la 4G ou la 5G. Et donc ça a une réelle utilité pour les gens qui n'ont pas accès simplement à une ligne, à de la fibre ou à de la DSL ou de la VDSL, dans des coins retranchés où par contre les ondes hertziennes arrivent, c'est une bonne raison, ou pour les gens qui sont souvent en déplacement comme les Van Leifer et autres, ça a un intérêt, ça a un énorme avantage, ça pourrait avoir un énorme avantage si ça existait. Ça existe en 4G, il faut le dire, mais ici on nous avait fait des promesses avec de très jolis designs, de jolies beaux boîtes avec qui vous donnent la bande passante en temps réel, etc. HTC avait fait une proposition, mais c'était pas les seuls, et il y avait également, je ne sais plus, je crois que c'était essentiellement HTC, mais il devait y avoir d'autres. Netgear a gagné des prix au CES en janvier dernier, ils sont venus avec plusieurs modèles. Non, il y avait quelque chose. Il y avait de quoi faire. De vrais beaux produits, on a envie de dire, qui innovent pour le coup sur ce domaine-là, et rien. Alors effectivement, s'il n'y a pas de réseau, on comprend que l'industriel va attendre un petit peu avant de mettre les outils en production. Il faut être un petit peu raisonnable à un moment donné. C'est comme dans toute nouvelle technologie. On voit ça avec en radio numérique terrestre. C'est exactement la même chose. Les fabricants commencent à équiper les postes de radio de la puce qui va bien pour capter le NAB à partir du moment où les éditeurs de contenu et les diffuseurs vont commencer à émettre en DAB, sinon ça vaut pas la peine. Et là, il faut se coordonner un petit peu, et s'il n'y a pas à un moment donné un petit coup de pouce d'un organisme derrière qui dit ok, maintenant on va mettre tout le monde d'accord et on démarre ensemble et on fait ça palier par palier mais intelligemment, il n'y a rien qui se passe manifestement. Moi, je pense que ça va se décoincer assez rapidement. Tu sais, je n'ai pas l'impression que ça va traîner longtemps. J'avais envie de vous proposer ce thème parce qu'en fait, je crois que la 5G, on nous a vendu l'idée que ça allait très vite. À l'image de la carte qu'on a vue, ça a quand même bien bougé. On était un des premiers pays... Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. C'est quoi la notion que vous avez en Suisse entre 5G et 5G+. Tu sais quelle est la différence? C'est une différence de bande passante ou de qualité de service Non, je crois pas qu'il y ait vraiment d'explication claire. J'ai vu 2-3 choses sur des forums, enfin sur des sites, mais rien de précis du côté de ce qu'on pourrait trouver chez les opérateurs pour l'explication. En tout cas, rien d'officiel, on va dire. Ouais. D'accord. Sinon, Xavier, tu voulais dire un truc. Tu as articulé 2-3 trucs qu'on t'a coupé. Non, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pour le déploiement de cette technologie. Il y a quand même pas mal de levées de boucliers, et c'est très souvent par des personnes qui ne comprennent pas la technologie et le fait que la 5G n'est en fait que, en tout cas dans la forme dans laquelle elle est déployée pour le moment, elle n'est qu'une évolution principalement logicielle de la 4G. Alors c'est vrai qu'ils mettent les nouvelles antennes. Oui, parce que là, tu fais référence, et il faut être très clair, tu fais référence à un événement qui s'est passé pendant le confinement d'ailleurs, où l'opérateur principal en Belgique, à savoir Proximus, a déployé sur certaines villes une simili 5G, on va dire ça comme ça, sans être péjoratif, on va dire une 4G+, peut-être, qui permettait de pouvoir évaluer, on va dire, ce que pouvait devenir la 5G à terme. Et donc il y a eu une levée de bouclier, tu le dis très bien Xavier, en l'occurrence, de gens qui ont dit attention, on n'a pas encore fait toutes les études d'incidence au niveau sanitaire, et Dieu sait si pour l'instant on parle beaucoup de sanitaire et qu'on prend d'énormes précautions avec tout, donc il ne faut pas y aller comme ça en cow-boy. On veut avoir des certitudes sur le fait que cette technologie n'est pas nocive à terme pour la population, pour les gens de manière générale. C'est vraiment un des enjeux pour le déploiement à grande échelle. Voilà, c'est un des grands enjeux, c'était un des enjeux aussi pour le déploiement de la 4G, on se rappelle, et des autres technologies avant. Ces phases-là, elles doivent passer tous les filtres. Peut-être qu'en Belgique, on est un petit peu plus pointilleux que dans d'autres pays, je ne sais pas. En tout cas, la question se pose chez nous, Thierry. Donc, je ne sais pas si c'est le cas également en Suisse. Alors nous, on a été un des premiers, on était très fiers de dire qu'en parallèle de la Corée et puis d'autres pays, on était dans les premiers pays à adopter la 5G, en tout cas à l'implémenter au travers de notre opérateur national. Et puis, du coup, peut-être parce que les choses sont allées si vite, moi je suis un peu sur ma faim et de me dire pourquoi on n'a pas de matos. Il y a 3 modèles de téléphone qui se courent après. Ok, on peut toujours partager la connexion au travers de son téléphone, etc. Mais là,
je suis assez partant du principe que je dédie un appareil pour ça, donc je suis allé bêtement vers le choix du routeur dédié. Et je suis un peu sur ma faim, je suis un peu déçu, un peu frustré que, ben voilà, d'un côté il y avait cette rapidité, on a vu ça à grands coups de renfort publicitaire, la com était vraiment très très forte, mais de l'autre côté, ben voilà, c'est un peu tristounet au niveau de ce qu'on peut en faire et puis les appareils qu'on peut utiliser pour ça. Maintenant, je suis peut-être dans le mauvais pays pour comparer, puisqu'effectivement ça avance beaucoup moins vite dans le reste de l'Europe. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Chez vous, l'aspect santé publique ne semble pas avoir fait de mousse. Si, oui, il y a eu des levées de boucliers. On est en train de tout mélanger. Il y a aussi des conspirationnistes et autres. En dehors des conspirationnistes, je veux dire. Mais il y a de tout. Non, il y a de tout, mais ça. Ça a été un petit peu étouffé dans l'œuf, un peu comme habituellement pour n'importe quel faux débat ou chose comme ça. Je dis pas que ça doit pas amener de débat. Moi, je suis électronicien à la base. Je sais juste que, ben voilà, Xavier l'a dit, c'est des évolutions des technologies, des choses comme ça. Et puis, c'est les mêmes personnes qui peut-être manipule un téléphone à 1000 francs suisses qui ose dire ça. Donc voilà, il faut aussi rester un petit peu honnête avec soi-même. Je fais pas de généralité, mais je dis juste que ça n'a pas non plus fait les grands bruits comme ça a été le cas dans d'autres pays. Je vois dans ma timeline des trucs un peu affolants, de voir des gars qui grillent, qui bousillent des installations. Oui, parce que maintenant il y a le mélange. Ça, c'est vraiment. Oui, mais ça c'est encore. Je le mets encore de côté, ça, très honnêtement, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont clairement des gens plutôt intelligents pour le coup, pas les débiles mentaux, quoi. Je veux dire, qui s'interrogent peut-être à juste titre sur les effets que pourrait avoir. Voilà, je pense que le débat est plutôt, quand il se localise là, il est plutôt sain à porter. Oui. Mais il faut pouvoir à un moment donné se dégager du débat. Et avoir des trucs clairs, nets, précis, avec des scientifiques autour de la table qui disent oui ou non, ou peut-être, ou pas du tout, dans quelles conditions, et voilà, qui à ce moment-là établissent des normes. Voilà, il faut pas monnayer la santé des gens non plus, juste par dogme technologique, et à l'inverse, pareil. Donc voilà, j'apprends aujourd'hui qu'on a un point commun de plus au niveau de l'électronique, Thierry, quand même. Donc, je sais pas, si tu voulais rajouter un truc encore, Xavier, sur ce sujet où on l'a bien épuisé, je pense, voilà. Je pense à ça, juste une remarque, c'est très cliché ce que je vais dire, mais je voyais à la télévision un professeur, un médecin qui voulait lancer un grand débat justement sur la 5G, mais qui ne trouvait pas de subside pour financer ses recherches en Belgique, et qui appelait la France à subsidier ses recherches en Belgique. Un truc un petit peu tordu. Et on voyait le monsieur, il était charmant, hein, mais il était devant son ordinateur, on voyait qu'il n'avait pas trop l'habitude de servir d'un ordinateur, et surtout il y avait une grosse couche de poussière sur son clavier, je pense qu'il ne s'en était pas servi depuis longtemps. Et donc en revoyant les images, je me suis dit, celui-là n'est pas un technophile. Voilà, mais c'est juste un cliché à la con, et on ne va pas s'arrêter à ce détail-là. Ce monsieur est certainement très compétent, je n'en doute pas un seul instant. Mais pas dans les claviers ni dans la prise de poussière. Est-ce comme salon l'IFA aura bien lieu cette année? Si. Cette grand-messe technologique où on voit toujours apparaître les nouveaux modèles de lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle et autres sèche-cheveux, et un peu aussi de technologie moderne. L'IFA aura bien lieu, mais pas comme d'habitude, Xavier. C'est ça, donc c'est plutôt une brève, mais comme on est dans un podcast technologique, on se doit d'en parler. Donc l'IFA, c'est donc bien, comme tu l'as dit, un salon international qui est le plus grand salon technologique en Europe, qui aura lieu à Berlin du 3 au 5 septembre. Ça avait déjà été annoncé en avril qu'il allait être maintenu, mais on ne savait pas encore sous quelle forme, puisqu'on ne savait pas à quel stade en serait le confinement, etc. Maintenant, on en sait plus, puisque le salon sera complètement fermé au public, mais il va rester ouvert aux journalistes et découpé en 4 événements qui vont être répartis sur 3 jours. Ces événements seront accessibles uniquement sur invitation et aux journalistes, on l'a dit, avec un maximum de 1000 personnes par événement, bien que la loi allemande
autorise en fait techniquement 5000 personnes. Donc ils vont être apparemment très très stricts sur les mesures d'hygiène et de distanciation sociale évidemment. Et ce qui va faire drôle aux visiteurs, puisque par rapport aux 250 000 visiteurs l'année précédente, le salon va sembler fort vide. C'est vraiment un grand espace, donc 1000 personnes réparties dans un aussi grand bâtiment, ça va être un petit peu désert. Ouais, moi j'ai toujours été, enfin surtout ces dernières années, relativement critique par rapport à ce qui sortait de l'IFA. J'ai toujours trouvé que ce salon vieillissait mal en termes de nouveautés. Enfin, en tout cas, les fabricants ne réservent plus nécessairement leurs nouveautés pour des présentations à l'IFA, c'est ça que je veux dire, et préfèrent peut-être le CES ou des choses plus ciblées comme le Mobile World Congress plutôt que l'IFA, ou qui est devenu un peu, c'est vrai, le salon du lave-linge, quoi. En gros, si je schématise très fort et si je suis très méchant. Voilà. Ici, il y aura quand même une introduction par le président de Qualcomm. Donc, il y a quand même... Bon, ok. Ceci étant dit, je voyais un journaliste technologique français sur Twitter qui répondait à quelqu'un qui disait « Mais vous allez y aller ?» Et il répondait « La question, c'est pas si je peux y aller, c'est la question de savoir si je veux y aller. » Voilà. Faut-il y aller à ce salon? C'est toute la question. Voilà. Ceci étant dit, après, je passerai la parole à Thierry parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à dire sur le sujet. Il faut se réinventer. Tous ces salons, ces grands messes technologiques, et pas que technologiques d'ailleurs, dans d'autres domaines également. Je pense à des salons de l'auto, je pense à des salons de l'alimentation, que sais-je. Il va falloir à un moment donné, effectivement, se trouver des solutions pour éviter de relancer cet antivirus et faire en sorte que les gens les échangent dans les travées des grandes salles de réunion telles que celle-là. Parce qu'en marge de ça, il y a aussi des conférences de presse, il y a aussi toutes sortes de regroupements, d'attroupements de gens. Alors ceux qui n'aiment pas les journalistes diront voilà, mais quand même, ça reste des êtres humains. Et donc, je ne sais pas si Thierry avait un truc à rajouter là-dessus. Je me fais plein d'amis. Non, je vais d'abord remercier Xavier de partager cette news parce qu'elle est très intéressante. Elle pourrait être une source d'inspiration pour nos copains de Las Vegas, enfin de la CTA, l'organisateur du CES, puisqu'effectivement, on n'a toujours pas de visibilité par rapport à ça. Moi, c'est janvier normalement. Le CES c'est janvier. C'est janvier, et puis là en plus on était dans des dates encore plus proches du nouvel an parce que week-end, semaine, agencement de l'agenda oblige. C'était un peu compliqué dans ce qui était annoncé pour 2021. Donc je ne sais pas si Gary Shapiro va s'inspirer de ce qui se fait effectivement à Berlin. On n'a pas vraiment de visibilité, on n'a pas d'annonce. Puis d'un autre côté, voilà, moi j'y vais maintenant depuis bientôt 3 ans en tant que mandataire, sous mandat pour travailler pour la Confédération et puis accompagner des entrepreneurs, des startups, des sociétés. Donc j'ai eu la bonne nouvelle que effectivement avec mes collègues Bruno et Laurent, on rempilait pour 2021, mais en même temps on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Tout se fait comme si ça allait avoir lieu, mais on n'a pas cette visibilité du côté des États-Unis. On sait que Trump veut faire encore perdurer la fermeture des frontières, ça l'arrange bien. Mais pour le business, est-ce que ça va être un bras de levier qui va lui faire changer d'avis? Moi, je suis très dubitatif, je ne sais pas à quoi penser. Et puis, je me place aussi en tant qu'organisateur d'event, puisque je suis aussi organisateur d'event. Tous nos events sont tombés à la trappe pour vivre en septembre sous des formes un peu différentes. Mais je pense que le pendant numérique, il est maintenant obligé. Nous, on le faisait déjà un petit peu. On va le faire de façon encore plus prononcée. Maintenant, pour venir sur le sujet, l'IFA qui ouvre que aux journalistes, c'est presque une fausse bonne idée. J'ai peur qu'effectivement, ça soit la mort du petit cheval parce que c'est quand même des places de marché. C'est quand même si c'est cher, par exemple, pour le CES d'y aller, c'est quand même porteur de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir... être sur place, même si tu sais que tu peux faire tout ça réseau, en ligne. Voilà, exactement. C'est important aussi, effectivement. Alors, il y a pas que le digital, effectivement, aussi. Il y a les déplacements de date. On peut très bien imaginer d'avoir un CES reporté en juin de l'année prochaine, par exemple. Il est pratique quand même en janvier, parce que c'est quand même le truc où on avait parlé dans les technos de Samsung qui allait peut-être attendre... le CES pour son fameux téléphone.
Ça s'est avéré contredit, mais on a quand même des effets d'annonce. Le choix de janvier, il est quand même vachement fort. Lui est stratégique, mais à défaut, c'est peut-être mieux de le déplacer de 6 mois et ainsi d'avoir quelque chose. Alors après, pour revenir sur le calendrier classique, je les vois mal refaire un CES 6 mois plus tard, tu vois. Donc ça va être un peu compliqué aussi. Et puis pour te tirer les oreilles, Marc, le CES au début c'était des machines à laver, des téléviseurs. Oui, je sais bien. Il y avait quand même pas mal d'innovations technologiques. Et tant mieux que ça soit enrichi et puis qu'il y a d'autres choses que du téléviseur et de la machine à laver. Je pense même qu'à ses débuts, le CES, c'était au mois de juin, et c'était non pas à Las Vegas, mais à New York, si je ne dis pas de bêtises. Donc, exactement. Mais c'était les tout débuts. Et donc, il y a eu beaucoup d'innovations technologiques majeures qui ont été mises en évidence au CES. Beaucoup moins à l'IFA, il faut le reconnaître. C'est pas la même chose. J'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux, effectivement. Les pauvres, la crise et cette formule va peut-être pas les aider. Mais on voit la même chose dans d'autres events. Là, tu as parlé du salon de l'auto. Nous, le salon de l'auto de Genève, il a sacrément morflé. Hein. Clairement, c'est là aussi la grande question. Est-ce qu'il y aura un nouveau salon de l'auto ? Oui. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr que ça, effectivement. D'autre part, les événements, comme tu le disais, qui ont été, et j'en vois plein, recalés en septembre, il va y avoir un agglutissement d'events divers et variés sur le mois de septembre qui ne va servir à personne. Il faut être très clair là-dessus parce que les gens vont devoir faire des choix. À un moment donné, quand tu vas avoir tous ces événements qui n'ont pas eu lieu et qui devraient avoir lieu cet été, qui vont tous se retrouver, donc des événements quand même sur 5 mois, qui vont tous se retrouver agglutinés au mois de septembre, il va y avoir des perdants dans l'histoire. Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux voir un peu Oui, il a la complémentarité du numérique. Ouais. On ne va pas y échapper. Je pense qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Là, les organisateurs doivent se réinventer. Et même un salon de l'auto. C'est dommage, dur à dire, mais c'est aussi un salon qui devra se réinventer par la force des choses. Ouais. Est-ce que, alors on sort un peu du cadre des technos, mais finalement, est-ce que des petits salons plus locaux ne serait pas la solution, tu vois, au lieu de faire un grand salon de l'auto à Genève, de faire des petits, peut-être chez les concessionnaires ou que sais-je, faire des rapprochements comme ça pour garder l'aspect réseau, l'aspect humain. Est-ce que dans différents domaines, on parle du CES, est-ce que plusieurs petits CES locaux pourraient C'est marrant ce que tu dis. C'est marrant ce que tu dis puisqu'on parlait de Je suis très drôle. Nos deux amis youtubeurs qui sont à la tête d'une concession de vannes, de fourgons aménagés, de camping-car, Cyril et Eddy, et ils annonçaient, et beaucoup de professionnels disent que le salon du Bourget, qui est justement le VDL, le salon du véhicule de loisirs, est aussi compromis. Et peut-être lui, il est en septembre, c'est aux alentours du mi-septembre. Donc, et peut-être que ce retour au local, au travers d'acteurs comme nos deux amis youtubeurs, comme d'autres professionnels dans d'autres branches, ça pourrait être effectivement une piste à creuser, à voir. Se prendre un peu en charge et inventer des nouveaux médias pour diffuser son information et parce qu'il y a moyen de faire du réseau à distance aussi. Il y a plein de gens qui font ça. Ça s'appelle des réseaux sociaux. Il faut bien s'en servir, par contre. Il ne faut pas faire des bêtises avec. Xavier, tu avais un truc à rajouter ou non? On a perdu le son. Xavier, t'as pas poussé sur ton bouton. J'ai fait le tour et je pense que Thierry a été très complet aussi, donc voilà. Voilà, c'est dingue qu'on est complet aujourd'hui, on est complémentaires, c'est dingue. On est amusant. Oui, surtout on est drôle. Sauf quand on fait des titres trop longs, les gars. Non, mais il faut pas me faire des titres. Et vous me faites des titres. Non, mais sincèrement, vous me faites des titres. Je ne vais pas le remontrer. Mais smartphone et puis parce que là aussi ça déborde, ça dépend, mais ça dépasse. C'est fait exprès. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Alors, on a dit qu'on était drôle aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, soyons clairs, les titres, quand on regarde la vidéo, s'affichent dans des sous-titres, dans des panneaux, machin, etc. Et voilà, on essaye en général, quand on dit un S-com, il y a un mot. Lui, il m'a mis smartphone quantique. Alors forcément, ça dépasse. C'est comme Pépé t'épouse X. Ça dépasse. Quand la Suisse s'invite dans un Samsung quantique, il y a un gros. Si vous n'avez pas compris la référence, alors là, ce sera reporté en septembre aussi. Peut-être. Quand la Suisse s'invite dans un Samsung quantique, il faut que tu nous expliques ça un petit peu dans le détail.
Voilà, ça y est, le quantique s'invite déjà dans un smartphone. Ça, c'est déjà une nouvelle. J'étais revenu du CES en janvier dernier aussi, après avoir visité un stand qui nous vendait un smartphone sur un OS basé sur la blockchain. Donc ni Android, ni iOS, rien de tout ça, même avec un store. Donc le truc assez bluffant. J'ai pas plus creusé la chose parce que la boîte faisait plein d'autres choses. C'était tout juste pas s'ils proposaient des accessoires pour WC et puis des éponges. Non, je plaisante, mais ça ressemblait un petit peu à la foire d'empoigne. Mais je trouvais intéressant de voir que la technologie de la protection des données ou le cryptage de celle-ci débarquait dans le smartphone. Et ça y est, Samsung va s'y mettre. Il nous annonce que c'est pour très bientôt, hein, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, je crois, que le nouveau-né de Samsung va vous permettre d'utiliser de l'informatique quantique, et il y a un peu de Suisse dedans. Donc voilà, par chauvinisme, je partage cette news avec vous. C'est ICT Journal qui est un des médias spécialisés dans la news technologique ici en Suisse qui est fier de l'annoncer. Il y a un peu effectivement de technologie suisse, puisqu'effectivement la partie logicielle, alors déjà sans avoir la prétention de vous faire un cours sur l'informatique quantique. En gros, je vous la fais très très court et très simplifié. On va faire ça comme à E égale M6. Bien, en fait, il faut imaginer qu'à l'intérieur de ce smartphone, il y ait de quoi faire de l'aléatoire qui va se servir qui va être une base de calcul pour crypter de bout en bout, par exemple, du stockage de données, de la communication, des choses comme ça. Un peu comme on le ferait, et je prends des grosses pincettes avec de la blockchain ou avec une double authentification et tout ce genre de choses. Donc en fait, c'est au cœur même de l'informatique et du logiciel que c'est intégré. Et puis c'est une boîte suisse qui a contribué à travailler avec Samsung, qui, comme je vous le disais, annonce ce smartphone pour très très bientôt. Qui seront les acheteurs? Quel usage? Je ne sais pas, ça c'est une question qui reste entière, mais on est de plus en plus, je pense, enclin à faire attention, à se poser des questions sur la sécurité de nos données, même dans un smartphone, parce qu'à l'heure où je vous parle, je regarde ma webcam qui est équipée d'un petit cache mécanique que je peux glisser pour masquer l'image. Eh bien, je vois de plus en plus de gens qui font ça, par exemple, sur leur smartphone, sur la caméra en face avant, parce qu'on est de plus en plus sensibilisé à cette question de qu'est-ce que peut faire cet appareil ou peut pas faire cet appareil avec mes données, avec l'environnement dans lequel je l'utilise, etc. Donc je me réjouis de voir ce smartphone sur le marché, son positionnement de prix, mais surtout quel type de client va se procurer cet appareil. Le type de client sera aussi lié au prix. Oui, alors ça c'est la question. Il y a un peu de ça, je sais pas ce qu'on pense. Oui et non, parce que moi Oui et non, parce que on voit toujours des gens qui n'ont pas forcément le profil auquel on s'attend, qui ont des smartphones très coûteux. Je pense que les smartphones, c'est vraiment quelque chose où le prix et très honnêtement, n'est pas une règle. Mais je vais pas être sérieux 2 secondes, mais très honnêtement, Android c'est déjà un petit peu quantique, parce que ça marche et ça marche pas. Tu es drôle aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe dans mon quartier, mais il y a des sirènes, c'est chez moi, les pimpons, etc. Ils viennent te chercher avec la fameuse chemise qui se boutonne à l'arrière. Oui, c'est ça, avec les manches qui sont trop longues. Sont un peu longues. Donc là aussi, à quoi ça va servir? Ouais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Xavier. C'est vrai que le positionnement de prix peut être une sorte de forme de reconnaissance d'un niveau social. Là, je prends, après, ça vaut ce que ça vaut comme comparaison, mais j'ai pris du temps pour un truc bien précis à consulter des comptes sur TikTok. Et l'étalage de la richesse, de la belle bagnole et le smartphone. J'ai vu des TikTok avec ce fameux smartphone super cher, avec la coque très designée, etc. C'est une sorte d'emblème, ouais, effectivement. Moi, je pense plutôt à ceux et celles qui s'intéressent à leurs données. Quel type d'utilisateur ça va concerner? Ouais, ça, c'est quand même... Des politiques, des hommes d'affaires, voilà, c'est... tu vois, c'était un petit peu la clientèle qui était touchée par BlackBerry à l'époque. On se rappelle que RIM, qui était la maison mère de BlackBerry, mettait ça en avant. C'était l'aspect sécuritaire des communications. Le secteur bancaire, etc. Et c'est ça qui a valu, entre guillemets, en termes marketing, de percoler dans d'autres sphères, dans d'autres milieux, mais la base,
c'était ça. Rappelons que c'était le premier smartphone à être validé, je pense, par le FBI aux États-Unis quand Obama a voulu en avoir un. Voilà, à mon avis, ça va viser ce type de public-là, dans un premier temps, et par la suite, quand les coûts vont baisser, ça va toucher à peu près tout le monde. Xavier. Moi, je suis vraiment pas expert en la matière, mais je me demande en quoi le fait qu'il soit quantique va permettre de garantir un niveau de sécurité plus élevé, parce qu'au final, c'est pas parce que le smartphone est capable de faire quelque chose que le logiciel qu'il exploite derrière sera plus sûr. Et donc, on pourrait très bien avoir un smartphone qui n'est pas quantique et qui peut être plus sécurisé qu'un smartphone quantique. Donc après, ça dépend. Quand j'ai dit, j'ai pas étudié la question. Je pense que pas, c'est vraiment l'exploitation qui est... pas au niveau de l'OS, mais au niveau de l'applicatif. Je pense que c'est peut-être là la différence. Faudra voir ce que c'est. Je te rejoins un petit peu, Marc, avec les aléas d'Android et puis le non-sérieux par rapport versus iOS ou Apple de contrôler les apps qu'il y a sur le store. Je pense que c'est plus du côté de l'app qui pourra faire appel à des ressources logicielles, physiques et techniques de l'appareil pour se baser dessus. Maintenant, si on reprend l'exemple du politique qui s'achète un téléphone comme ça, puis qui en parallèle, il va quand même aller balancer des trucs sur WhatsApp, ou sur Twitter. Ou sur Twitter, ça servira à rien. Donc, Non, je trouve intéressant Xavier, tu lagues un tout petit peu. Non, vas-y Xavier, parce que tu lagues un peu, donc il va falloir le temps qu'on comprenne. Vas-y. Sans déconner. Non, mais je disais, il y a déjà moyen de faire de l'aléatoire avec des smartphones actuels, puisqu'on peut très bien se baser, par exemple, sur un débit d'échange de données, sur l'accéléromètre et des choses comme ça pour générer des données aléatoires. Oui, bien sûr. Voilà, je me questionne sur ce que ça va réellement changer. Faudra voir. Est-ce que c'est un simple argument commercial et argument de prix aussi, par la même occasion, à suivre peut-être dans un avenir relativement proche, finalement, à condition qu'on ait des salons pour nous les présenter. Lettre T comme traçage. Ça, c'est le truc qui fâche. C'est cette histoire d'application de traçage. On a déjà parlé de l'application de traçage française, on a déjà parlé de la non-application de traçage belge, puisque chez nous, en Belgique, on a décidé d'appeler les gens au téléphone pour leur demander comment ils vont. Je schématise très fort. Quand nos États connaissent tes déplacements, c'est la question qu'on se pose, parce qu'évidemment, avec cette histoire d'application de traçage, Thierry, oui, c'est Thierry qui va en parler, reste toujours la question de la confidentialité, de la vie privée, etc. Comment tracer les comportements des gens à des fins sanitaires, une fois de plus, on parle du Covid, et d'éviter de se le passer les uns les autres, sans toucher à la vie privée des gens. C'est ça la grande question. Et je pense que c'est la question qui taraude aussi la presse suisse pour l'instant. Oui, parce qu'effectivement, on nous l'a annoncé autour du 7 ou 8 mai que ça y est, on allait se lancer dans notre app. D'ailleurs, je vous invite à écouter un épisode de Mon Carnet de notre ami Bruno Guglielminetti qui a interviewé un spécialiste français qui, lui, a été bien plus loin que nous puisqu'il a testé plus de 40 applications de traçage, tout pays confondu. Et il tient une espèce de hit parade de tout ça, c'est assez intéressant. Mais pour revenir à la Suisse, pour faire un peu de chauvinisme à deux balles, effectivement, nous, on nous a annoncé le 7-8 mai que ça y est, la Confédération allait se lancer là-dedans. Et puis que par rapport à ça, il fallait légiférer, il fallait cadrer la chose. Ça a créé beaucoup de remous, puisqu'effectivement, d'un côté, il y a, je prends avec des pincettes, une bonne intention de notre gouvernement d'essayer d'un petit peu faire le ménage, puis on s'est lancé dans cette fausse bonne idée que de se dire, on va essayer de faire quelque chose, les gens seront amenés à devoir à aller eux-mêmes télécharger l'application ou pas, donc c'est vraiment pas du tout imposé. Dans le même laps de temps, j'en ai parlé sur d'autres ondes, on apprend que Apple et Google rappellent que vous savez, nous on a des tonnes et des tonnes d'appareils dans la nature, mais certains d'entre eux sont sur des anciennes technologies Bluetooth, donc ça fait environ plusieurs millions de personnes qui ne seront pas du tout concernées par vos trucs parce que ça ne marchera pas, parce que techniquement il n'y a pas les ressources dans les appareils.
Puis, pour revenir sur la Suisse, ben, ça a commencé à méchamment grenouiller, puisqu'effectivement, on nous a dit ici qu'on n'en voulait pas, il n'y a pas de cadre légal. En parallèle de ça, comme si le Conseil fédéral n'avait pas encore assez fait de bêtises, nous dit, ben, écoutez, on va réouvrir les restaurants, hein, ça y est, c'est ouvert hein, depuis quelques jours, mais il faut que chaque tenancier de restaurant note qui vient, à quelle heure, le nom, le prénom, etc. Mais sauf qu'il n'y a pas d'outils juridiques autour de ça, donc c'est aussi tomber à la trappe, et il y a certains qui improvisent des choses et d'autres qui envoient y balader le système. Bref, pour revenir sur l'application, le plus drôle aussi dans l'histoire, mais le plus triste, c'est que le PFL, la célèbre école polytechnique fédérale de Lausanne, a planché sur une app qui semblait bien tenir la route. Et je schématise, mais 2 bureaux plus loin, il y a un autre spécialiste des télécoms, lui aussi de l'EPFL, qui dit « Ah oui, mais non, ça va pas marcher parce que si, parce que ça ». Donc dans le même établissement, dans la même école très célèbre, on apprend qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été pensées. Je vous la fais très très courte parce que c'est vraiment... c'est touffu des pages et des pages de dossiers. Voilà, c'est touffu, c'est très complexe. Il y a aussi tous ces aspects juridiques. Puis je finirai par une espèce de méchant constat un peu tristounet, c'est que cet été, l'été passé, hein, l'année passée, on a connu une édition d'une très grosse fête qui touche un petit peu le cœur des Suisses romands principalement, qui s'appelle la fête des vignerons. Alors c'est quoi ? À la base, c'est pour fêter les tâcherons qui travaillent sur les vignes. Et puis, c'est une fête en l'hommage du vin et tout. Les Allemands, ils ont la fête de la bière, mais c'est plus tellement la même approche. Non. Et nous, on a ça qui se fait tous les 20 ans, ou les 25 ans. Donc, c'est vraiment énorme. Hein. C'est plusieurs millions de francs de budget. C'est des milliers, des dizaines de milliers de visiteurs étalés sur plusieurs semaines. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec les différentes histoires autour de cette application ? On a appris que l'armée avait tout simplement passé un coup de fil à Swisscom pour dire « Tiens, tu nous donnes un petit peu les relevés des concentrations de porteurs de téléphone pour savoir si les mouvements de foule peuvent présenter des dangers, sans avoir consulté qui que ce soit, évidemment, ni pour les aspects juridiques, ni pour... la vie de la population. Donc on est pris un peu en tenaille et c'est une fausse bonne idée cette application, puisqu'effectivement on a vu que aussi, pour revenir sur la technologie, le contrôle de tout ça, moi j'ai évoqué l'histoire de la blockchain, on m'a ri au nez, mais c'est pas si bête que ça. Enfin bref, on s'est aperçu que de toute façon, si l'État veut, l'État peut. Voilà. Donc on a déjà été fliqué. Notre pays a connu plein d'histoires hein, tout au long de son aventure, mais on a déjà été fliqué l'année passée avec nos téléphones portables, puisqu'effectivement, on nous a garanti que tout était anonymisé et puis que c'était 24 heures après. Oui, parce que c'est assez amusant, ces histoires d'applications de traçage, parce qu'on apprend aussi, par exemple, qu'on n'a pas besoin d'une application de traçage si on veut tracer. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait en Corée du Sud, qui a été mis en exemple hein, par beaucoup d'États en disant « Regardez, ça a bien marché. » Mais ils n'ont pas installé d'application. C'est-à-dire que toute personne qui avait un smartphone a été tracée. Et alors après... attention, la Corée, elle a une particularité. Oui. Déjà, pour le téléphone, comme pour chez nous, le raccordement du téléphone est associé à une personne, et comme pour l'accès Internet physique à la maison. Oui. Donc, on sait qui est qui. Oui. En Suisse, on a presque la même chose, puisqu'effectivement, alors on peut toujours envoyer son pote avec sa carte d'identité, chercher un abonnement à son nom, mais en gros, on sait qui est qui. Voilà, ça, c'est un des points communs qu'on a avec la Corée. Ouais. Chez nous, en Belgique, si je ne dis pas de bêtises... Pour la téléphonie mobile, c'est le cas. Hein. C'est le cas, hein, oui, tout à fait. Donc, il faut... les cartes SIM, c'est le cas. Ouais. Les cartes SIM, et même les cartes prépayées, il faut donner son identité pour acheter une carte prépayée. Donc, pareil, alors. Voilà, donc disons qu'elles sont clairement identifiées, ça date des actes de terrorisme, etc. C'est des choses qui ont évolué de ce côté-là. Mais donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une application pour arriver au même résultat. Après, de toute façon, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données. Et juste sur la promesse de dans un mois on les supprime, c'est quand même un petit peu limite. Et alors, deuxième chose, et après je donnerai la parole à Xavier, c'est que je lisais encore cet après-midi qu'apparemment la solution qui a été proposée par Apple et Google, et dont on avait parlé d'ailleurs dans un de nos épisodes il n'y a pas tellement longtemps, est décriée même aux États-Unis aujourd'hui parce que certaines parties du code restent dans l'ombre et que ni Apple ni Google ne veulent mettre en évidence
au nom justement de la sécurité de leurs clients et de la vie privée. Donc là, on est devant une ambiguïté qui est difficile, c'est difficile à analyser quand on ne sait pas de quoi on parle. C'est toujours un peu particulier ce genre de conflit, Xavier. Alors, il y a effectivement cette solution de Google et Apple qui est réputée pour non traçable, hein, qui ne trace pas, anonyme plutôt, ça sert à tracer de manière anonyme. Oui, c'est ça, pour résumer, c'est un échange de jetons entre guillemets, entre deux personnes qui se sont croisées pendant au moins 15 minutes, et à un moment donné, c'est décentralisé, donc on envoie une information à tous les abonnés, en gros, en leur disant, voilà, tel jeton a rencontré tel jeton, mais monsieur jeton a chopé le virus, donc on va dire à tous les autres jetons. Donc ça reste des jetons, c'est pas des gens. En gros, je schématise très fort, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc il y a déjà des techniques qui ont été démontrées pouvant conserver un certain anonymat. Alors je comprends parfaitement qu'il y ait des réserves par rapport à des sociétés comme Google et Apple, surtout si tout le code n'est pas disponible. C'est Google et c'est Apple, quoi. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas encore un consensus européen, voire mondial, puisqu'on a mis au point, on a trouvé un moyen d'utiliser cette technologie pour tracer de manière anonyme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un consensus pour faire une application globale et après que les gens décident eux-mêmes d'utiliser ou pas, mais plutôt que d'avoir plein d'initiatives régionales, parfois très locales ou nationales, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une force globale pour développer ça. Suis-je un adepte du complot, un peu bête et méchant, en disant, justement parce que, tu vois, est-ce que quelque part, dans l'esprit de certaines personnes, on ne se dit pas, tiens, ce serait l'opportunité une fois qu'on a mis de placer le cheval de Troie, d'avoir cette information qui pourrait nous être utile à d'autres fins. Je sais pas. On peut aller plus loin dans la réflexion. C'est de se dire, en fait, tout ça existe déjà, en fait. Peut-être, ouais. On a vu Apple être très, très virulent et très, affirmé sur sa position de jamais aider qui que ce soit à débloquer un téléphone, parce qu'ils veulent garder ce dernier centimètre de la protection des données, mais d'un autre côté, qui peut le plus, peut le moins. Clairement, moi je pense qu'un opérateur comme un constructeur, il a déjà tous ses moyens à disposition. Ouais. Donc c'est aussi ce non-constat que peut-être tout ce monde essaye de cacher pour mettre un petit peu de poudre aux yeux. Oui. Et effectivement, il y a pléthore d'applications. L'épisode en question là, dont je faisais référence, ce spécialiste français là, qui était au micro de Bruno, disait avoir testé plus d'une quarantaine d'apps, et je pense qu'elles ne sont pas encore toutes là. Oui. Voilà, l'app cache le reste de la forêt, je ne sais pas, mais moi, quand je vois ce qui s'est passé ici dans notre territoire, en Suisse, avec l'armée, c'est même pas la Confédération, c'est même pas la police ou quoi que ce soit, c'est l'armée qui est venue pour une fête, on va dire un rendez-vous un peu festif, qui concerne quand même un type de gens avec un certain âge, etc. On n'est pas dans un concert de hard rock ou une messe satanique, on est dans un truc festif avec un gros mouvement de foule. Et bien, l'armée a dit Swisscom, file-moi les données pour savoir s'il y a des risques au niveau de ces des déplacements de foule, etc. Et tout. Ouais. Puis nous, notre pays, il est tellement, docile que, par exemple, une petite anecdote par rapport à ce rendez-vous, il se passait à Vevey, qui est en fait, entre guillemets, entre Lausanne et l'embouchure du Rhône. Et clairement, la capacité d'accueil ne permet pas de faire que tout le monde vienne avec sa voiture, etc. Et tout. Donc, il nous a été vendu l'idée qu'il fallait absolument prendre les transports en commun, le train, etc. Eh bien, le public a été tellement docile qu'en fait, ça a été très bénéfique pour le train. Et tous ces parkings qui étaient dimensionnés tout aux alentours de façon énorme ont servi pour la plupart à rien du tout, parce que réellement, tout le monde a respecté les consignes. Donc voilà. Puis ça fait un peu bizarre de savoir qu'une année après, on te dit oui, mais bon, on va bosser sur une app, mais en même temps, on a déjà tapé dans d'autres systèmes. Et puis on te dit sans vergogne, bah oui, on a passé un coup de fil aux opérateurs et on a eu ces datas. Boum. Allez. Voilà.
Clin d'œil à notre ami Bruno Guglielminetti, à son carnet, enfin mon carnet, c'est comme ça s'appelle, vous le trouverez facilement, c'est moncarnet.blog, c'est une extension blog, c'est moncarnet.blog, et là vous retrouverez les différents épisodes et les interventions de ces différents chroniqueurs, dont un certain Thierry Weber, pas qui c'est. Oui, pareil. Ouais, voilà, et donc super intéressant, et ça sort le vendredi, donc vous avez tout le temps d'écouter les technos avant. Donc, voilà. Oui, raison de plus, parce que moi j'ai pris congé pour cette semaine de mon carnet pour être dans les technos. Donc merci. J'ai opté pour la Belgique au lieu du Québec. Parfait, merci beaucoup. Et je pense que Bruno ne va pas nous en vouloir. On le salue par ailleurs. Et on avance parce qu'on est en train de faire le numéro le plus long de l'histoire des technos, j'ai l'impression. Et donc on peut passer à la lettre suivante. Le W comme oui mais non, Xavier, c'est en général le oui mais non, faut-il le rappeler, c'est l'actualité technologique qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on n'a pas envie de croire, ou qu'on trouve original ou drôle, mais pas toujours. Ici on parle des makers qui s'arrêtent d'imprimer en 3D en France. On a parlé du rôle des makers justement dans un hors-série assez récent qui est disponible, et je vous invite à aller l'écouter concernant ton expérience d'une imprimante 3D, et on a dit tout le bien qu'on pensait justement de l'activation de cette communauté dans la création, la fabrication de masques, de casques, de visières, etc. Mais là, les choses s'arrêtent. Et c'est un oui mais non. Et c'est plutôt un gros coup de gueule cette fois-ci qu'une news un peu extraordinaire. C'est donc on l'a dit, il y a eu effectivement un gros élan de solidarité de la part de milliers de makers. Moi-même, j'avais mis en place un collectif en Belgique qui s'appelle Print for All Belgium, qui avait rejoint un autre collectif de makers qui s'appelle Résistance Covid. Et j'ai vu là passer des news de Français, puisque c'est un réseau c'est un collectif en fait qui a combiné plusieurs makers en France, en Suisse aussi. Donc plusieurs pays francophones principalement dans ce collectif-là. Et j'ai vu passer une news tout d'un coup des Français qui commençaient à s'inquiéter parce que on les accuse en fait de concurrence déloyale. Alors juste pour revenir un petit peu en arrière, ces collectifs se sont créés pour imprimer entre autres des visières pour lutter contre le Covid-19. Pourquoi est-ce que ces makers se sont alliés pour mettre ça à disposition? C'est parce que aujourd'hui, il y avait une incapacité du gouvernement, je parle pour la France, mais également en Belgique, et des entreprises à fournir des équipements aussi basiques que des visières en grand nombre, et aux personnes qui sont en première ligne. C'est-à-dire qu'on a équipé des infirmiers, des médecins, des policiers, vraiment du personnel qui était en première ligne. Pour combler un manque, c'était pour combler un manque. Tout à fait, pour combler un manque. Pas pour créer un business. À la demande du personnel qui risquait, on peut dire, qui risque sa vie en fait. Alors, le 23 avril, il y a la Direction générale du travail en France et celle des entreprises qui ont précisé les conditions d'évaluation de la conformité de ces fameuses visières. Et si on résume très fort, en fait, le don ou la vente à prix coûtant d'une visière, et il faut savoir que les makers l'ont fait très souvent sans aucun don, c'est-à-dire de leur poche, quoi. À leur charge. Donc, ils ont acheté du filament, ils ont investi dans des pièces de rechange, etc. Ce don ou cette vente à prix coûtant, elle peut maintenant être requalifiée de concurrence déloyale, et la réalisation des visières peut être considérée comme du travail déguisé. Et donc, il y a un risque pénal pour ces makers maintenant s'ils continuent à faire don de ces bandes. Donc, pour moi, je trouve ça complètement exagéré, en sachant que ça répond vraiment à un besoin, à l'incapacité des industriels à l'époque de le faire. Et moi, j'ai aucun souci à ce que des industriels se fassent de l'argent sur la vente de visières maintenant qu'elles sont créées et qu'ils peuvent le faire à l'échelle industrielle. C'est beaucoup plus rapide. Nous-mêmes, les makers, on arrive pour la plupart au maximum de notre capacité à donner finalement nous-mêmes la matière première, mais il y a encore des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens. Je pense par exemple à des enseignants où on sait qu'il y a plein d'écoles en difficulté qui n'ont pas les budgets pour se payer des visières, soit-elles à un prix très démocratique. Et donc voilà, pour moi c'était un bien de première nécessité et j'ai un gros coup de gueule sur le sujet.
Mais, moi, ce qui m'a choqué, parce que j'ai vu cette news aussi, et j'en ai vu d'autres qui vont un peu du même, je vais pas dire qui vont dans le même sens, mais du même acabit concernant la fabrication de masques en tissu, par exemple. Et je trouve que c'est assez malvenu de la part des États de traiter de la sorte les gens qui se sont tirés les doigts du cul, pour parler vulgairement, simplement pour combler un manque qui est de leur responsabilité. Et donc, c'est super malvenu. Enfin, c'est irrespectueux. Voilà. Qu'on légifère à un moment donné, ça je peux le comprendre, parce qu'il faut pas que ça devienne un business, et comme ça l'un ou l'autre se disent moi ça va, j'ai commencé à fabriquer des masques, j'en ai fait assez, maintenant je vais les vendre. Non, ça il faut éviter évidemment, c'est pas la jungle non plus, il faut pas faire n'importe quoi, mais il y a quand même à un moment donné on peut aussi prendre, enfin il faut être un peu élégant quoi, prendre des gants et être élégant, et voilà, dire aux gens super ce que vous avez fait les gars, merci, sans vous je sais pas ce qu'on aurait fait, machin, etc. Mais on doit à un moment donné dire stop et essayer d'encadrer cette production. Si on l'avait dit comme ça, moi je pense que ce serait passé comme une fleur à la poste, quoi. Je veux dire, on ne voit jamais de fleur à la poste, une feuille à la poste. Je ne sais plus comment on dit. Quoi qu'il en soit, c'est un peu le même problème. Quand je parlais des masques en tissu, le problème est un petit peu différent, c'est que non seulement les États se sont rabattus sur les petites mains entre guillemets. Je dis petites, mais c'est pas péjoratif. Hein, c'est les gens qui ont décidé de se mettre à coudre des masques, etc. Et maintenant on leur dit continuez, c'est bon, allez-y, continuez, parce qu'on sait toujours pas fournir pour l'instant, donc allez-y, continuez. Oui, mais c'est plus du bénévolat, ça c'est de l'esclavagisme. Faut à un moment donné, il faut prendre un peu ses responsabilités, quoi. C'est en tout cas ce que je pense. On n'est pas obligé de partager mon avis, hein, voilà, mais voilà mon opinion, et je pense que c'est une opinion qui peut être partagée. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, si cette problématique-là est apparue en Suisse, ou ce que tu en penses de manière générique. La news de Xavier m'apprend quelque chose, elle me révolte, parce qu'effectivement je trouve dégueulasse de voir qu'il y a des gens qui ont pris du temps, je pense au matériel, tu parles du filament, mais du temps, il faut modéliser tout ça, il y a l'énergie électrique pour ça, il y a cette communauté aussi, qui s'est créée, voilà, la logistique aussi. J'ai quelques amis makers, je crois que je vais m'amuser. Je vais prendre du temps à les contacter, leur poser des questions, parce qu'effectivement je serais curieux d'avoir leur avis. Mais voilà, je vais pas relancer en plus d'huile sur le feu, mais quand je vois ce qui s'est passé en France, parce que c'est un exemple qui a priori a été confirmé par plusieurs sources journalistiques et du vrai travail de journalistes derrière, ils avaient les masques, mais ils pouvaient pas les vendre parce que l'ordre de l'État était très clair, vous les gardez, vous les vendez pas. Donc depuis le mois de mars, ce pays a priori avait tout ce matos. Donc c'est grave, ça fait apparaître plein de choses. Cette crise, elle a quand même quelque chose de positif, c'est de voir que voilà, l'homme a encore plein de bonnes choses en lui. Les makers sont un très bon exemple de voir que la solidarité, pas compter ses heures, innover, amener des solutions, c'est une réalité. Et moi, j'ai dès le début été épaté par cet élan de solidarité qu'on a trouvé chez eux, parce que les makers, c'est pas juste des espèces de geeks dans un local qui passent leur samedi après-midi à faire des trucs qui ont ni queue ni tête. Non, c'est des humains, et puis là, chapeau à eux. Je vais dans ton sens tout à fait, Thierry, mais pour être tout à fait complet, moi j'aurais envie de dire aussi que ceux qui ont pris la décision dès le départ de dire non, c'est pas à moi à faire ça, c'est à l'État à se bouger le cul, ont raison aussi. Bien sûr. Les deux positions se valent totalement. Je comprends les deux positions. Moi, je suis plutôt du côté des makers. J'aime bien faire les choses, j'aime bien être dans l'action, mais non, t'as raison. L'autre côté aussi. Ce qui se passe donne raison à cette deuxième catégorie de personnes. Hein, les images de chez vous, on fait le tour chez nous de cette aide déshonneur du service hospitalier, je ne sais plus quel établissement de Belgique. C'est une image, mais on pourra en discuter longtemps. Mais cette image, voilà, elle a marqué, puis c'est comme le débat des applaudissements à 20h ou 21h, je ne sais plus quoi, etc. On a la même chose, on a les caissières qui, dans certaines grandes chaînes de magasins ici, ont reçu un petit peu d'argent entre ce qui avait été promis et ce qui a été versé, il y a une grosse différence.
Mais d'un autre côté, ça a été fait, ils l'ont fait, ils ont tenu parole. Donc oui, c'est à tous les niveaux, il y a toujours ce décalage entre ceux qui font et puis ceux qui... Par contre, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, je pense que ce n'est pas le cas ici, mais c'est il y avait cas où il fallait que... Non, on est toujours plus intelligent après. Voilà, c'est ça. Et ceux qui aujourd'hui disent, oui, mais on savait qu'il fallait faire comme ça, quelque part, ils sont aussi un problème parce qu'ils n'ont rien dit. Ils sont coupables de non-assistance à personne en danger, quelque part, s'ils savaient, ils n'ont rien dit. Les makers, ils étaient dans le concret, ils ont vu qu'il y avait... c'est ça, voilà. Ça répondait à un besoin immédiat. Répondait à un besoin, ça répond toujours à un besoin, et ils ont fait les choses, donc chapeau. Je trouve dégueulasse qu'on les fasse chier avec ça. Excusez-moi. Je dirais, il y a un risque encore par rapport à ça, c'est que si à l'avenir, donc on sait par exemple qu'il y a des pièces qui n'existaient pas. Alors des visières, il y a des alternatives, les gens peuvent en fabriquer eux-mêmes avec du papier collant, des choses comme ça. Mais il y a notamment au niveau des respirateurs, des pièces qui ont été créées par des makers qui n'existaient pas, et le temps de faire un moule, on le sait, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Bien sûr. Donc avant que les industriels puissent répondre. Et donc si à l'avenir, il y a de nouveau un problème comme celui-là et qu'il y a de nouveau besoin d'une pièce en urgence et en grand nombre pour un appareil médical, il y a un gros risque, parce que si les makers maintenant se disent « Ah, mais moi je le fais pas parce que je risque une sanction », il y a des vies qui sont en jeu. Donc on pourrait même dire qu'il y a... Attends, le truc, c'est peut-être aussi que les lois sont mal faites. Il faudrait peut-être imaginer un nouveau statut qui puisse encadrer justement les makers dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'on puisse dire, ok, vous déclarez comme étant, et c'est dans un cadre légal à ce moment-là, et on sait que le but n'est pas de faire du business avec, c'est pour répondre à une demande immédiate, et qu'au bout d'un certain temps, à un moment donné, oui, on s'arrête. T'as raison, Marc, mais c'est juste triste d'en arriver là. Bien sûr. Oui, on est d'accord. Juste regrettable. Parce que là, on parle l'expérience vécue étant vécue, maintenant on pourrait dire, tiens, est-ce qu'on ne créerait pas un statut pour les gens qui font des choses dans l'urgence, rapidement, etc., qu'on puisse activer ces gens aussi. Et qui ne les vendent pas. Et qui ne les vendent pas. Mais qu'on puisse demain dire, voilà, s'il y a un autre problème, quel qu'il soit, qu'on puisse réactiver de manière tout à fait honnête et claire, etc., cette communauté, et pas qu'elle se sente tout d'un coup en disant, oh là là, non, je vais surtout pas plutôt me casser une jambe que de fabriquer un masque, les gars. Merci et au revoir, quoi. Parce que là, ça va être une catastrophe, effectivement. Je pense que on fait un numéro très très long, hein, les amis. Le 259 va s'appeler 259 plus, voire peut-être déjà 260. On est déjà sur le 260. Avec la 5G plus dedans. Ben oui, écoutez, est-ce que cet épisode s'achève sur un oui mais non, qui est en plus un coup de gueule qu'un non, hein, c'est ça. Non seulement cet épisode est long, mais en plus de ça, il y a un Z comme The Bonus. J'espère que vous êtes toujours là et que voilà, Z comme The Bonus, c'est un truc que Xavier a rajouté. J'ai dû rafraîchir. C'était magique, vous n'avez rien vu évidemment chez vous. J'ai dû rafraîchir la base de données de l'application dans laquelle on enregistre cet épisode pour obtenir ce Z comme bonus. Obtenez que donc Civilizations 6 gratuitement. Ça, c'est un cadeau pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. C'est ça, je vais aller très vite. Donc Civilization 6, c'est un jeu qui, quand j'étais ado, j'y ai passé des nuits. Pour moi, c'est vraiment une référence dans le monde du gaming, des jeux pour les gens qui aiment bien les jeux de stratégie. J'ai plus joué à Civilization, je crois, depuis la première version. On est déjà à la version 6. Mais Epic Games met les prochaines semaines plusieurs jeux à disposition gratuitement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le rajouter à sa bibliothèque de jeux et le conserver à vie. Alors je suis pas un gamer, mais Civilization, je crois que je vais quand même le télécharger pour voir comment ça a évolué. Ce jeu veut normalement environ 60 €, il est disponible gratuitement, il n'y a rien à faire, vous vous inscrivez sur la plateforme et vous téléchargez et c'est tout. Donc faites-le, c'est un cadeau. Super. Bon, bah écoute, on n'a rien touché pour cette news, je tiens à le préciser, parce que ça ressemble comme ça à un truc avec un lien de... Il n'y a pas d'arnaque. Nous, on ne prend pas un bal là-dessus, pour le coup. Non, il n'y a pas d'arnaque. Xavier peut-être, mais pas moi, ni Thierry. Non, il faut être précis à un moment donné, parce qu'il y a tellement de bruit qui court sur les youtubeurs qui gagneraient des 1000 et des 100. Non, ça nous coûte de l'argent. Cela n'inclut pas une communication commerciale. Voilà, exactement.
exactement, c'est le terme exact. Je vais dans ton sens. Ok, pour cette news, donc du coup, tous les liens qui concernent ce dont on vous a parlé dans cet épisode, comme d'ailleurs dans chaque épisode des Technos, vous les retrouvez évidemment sans aucune difficulté dans notre blog lestechno.be, ou alors, si vous le voulez, en description de la vidéo sur YouTube, là où vous pouvez vous abonner à notre chaîne, mettre des pouces vers le haut, partager avec la communauté des Technos, mais aussi avec la vôtre, partager ces vidéos et ce podcast que vous retrouvez sur les plateformes de podcast habituelles, là où vous pouvez mettre des étoiles pour dire que vous avez bien aimé, et laisser des commentaires également, j'insiste à peine, mais n'hésitez pas à le faire, parce que ça titille les algorithmes, comme on dit, et que ça nous permet de toucher un plus grand nombre de gens encore, et donc et d'avoir comme ça une communauté encore plus grande qui réagit, qui interagit, et qui amène aussi de l'actualité dans les commentaires souvent. Voilà. Xavier, il n'en peut plus. Sa vessie va exploser parce que ça fait un moment. Non, ça va. donc, je suis pourtant le seul à boire de la bière dans cette émission. Oui, c'est ça. Moi, ça va. Hein. C'est comme un dromadaire, moi. C'est bon. Donc, je pense qu'on en a fini avec cet épisode, hein, qui faut quand même 1h38. Je pense que on a battu un record. Plus on commence. Il y en a un qui était en train de courir, il est mort là. Oui, c'est ça. Dans le sondage, je le répète, hein, on va mettre en ligne un sondage. Vous pouvez dire que si vous faites du sport en nous écoutant, vous devez être musclé. Il n'y a pas un poil de gras chez vous, c'est sûr. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Thierry, merci Xavier. On se dit à très bientôt, évidemment. Salut.